État des relations RDC-Canada. État des lieux de l'ambassade. Deuxième communauté noire dans le pays. Comment évalue-t-il l'œuvre de la diaspora congolaise? Face à face spécial, je reçois ce lundi 10 mars, après le journal de 19h. En direct d'Ottawa, Joska Kabongongoy, ambassadeur de la République démocratique du Congo au Canada. Rediffusion mardi 11 mars après le journal de minuit, après le journal de 7h. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue ici à Ottawa. Vous le voyez, nous sommes au Canada avec un invité assez particulier puisqu'il s'agit de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo au Canada, Monsieur Joska Kabongongoy, avec qui nous allons passer en revue non seulement le mode de fonctionnement de l'ambassade, non seulement les relations avec la diaspora congolaise, qu'elle soit restée congolaise ou non, parce que qu'a constaté au Canada, beaucoup de ceux qui émigrent prennent la citoyenneté, comme on dit ici, mais on va aussi et encore parler de la situation en République démocratique du Congo avec l'implication récente ou non, il nous l'expliquera, des autorités du Canada qui ont pris, semble-t-il, fait et cause pour le droit en imposant notamment des sanctions pour la République démocratique du Congo en défaveur du Rwanda, vous l'aurez compris. Une émission qui se passe alors qu'il y a quelques jours, la République démocratique du Congo s'exposait ici à la première conférence minière du monde à Toronto, au PIDAC, où l'ambassadeur a pris part au business lunch de la société MD Services de Didi Mudogo. Monsieur Joska Kabongongoy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, pour parler de vous, parce qu'il faut, vous êtes diplomate de carrière, vous n'êtes pas de ces diplomates qui arrivent à la profession comme les politiques. Ancien chef pendant 5 ans après avoir gravi tous les échelons aux affaires étrangères de la direction des affaires juridiques et contentieux de ce ministère. Vous avez aussi été secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Alors vous vous retrouvez ici comme ambassadeur. Ma première question, qu'est-ce que l'ambassade ou en quoi l'ambassade est utile aujourd'hui ici au Canada? Merci beaucoup pour cette question. D'abord, merci pour votre présence en ces lieux. Ça nous donne l'occasion de pouvoir parler un peu de tout ce que nous faisons ici en tant que représentants de la République démocratique du Congo au Canada. Et ça nous donne aussi la possibilité de répondre à un grand besoin des gens sur beaucoup de questions que d'ailleurs vous aurez apportées dans cette émission. Mais permettez-moi de ne pas vous donner une réponse à Beauvau. J'aimerais d'abord commencer par dire que les relations diplomatiques en République démocratique du Congo sont d'abord gérées, comme vous le savez, par les déconventions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires. Mais nous avons aussi, disons, l'ordonnance de 78 qui réglemente l'activité diplomatique en RDC. Et nous avons aussi les différentes circulaires qui régissent la carrière diplomatique en République démocratique du Congo. Donc notre rôle est défini par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Nous avons d'abord principalement le devoir de pouvoir développer les relations de coopération économique, commerciale et des coopérations en matière de l'éducation, mais aussi nous avons aussi le rôle de protéger et de défendre les intérêts des ressortissants congolais qui se trouvent dans ces pays et nous le faisons dans les limites du droit international. Développer les relations de coopération. Récemment, la première ministre Judith Suminwa Tuluka était ici au Canada où elle a rencontré la communauté. En ce qui concerne la coopération, pour le moment, c'est, selon leur dire, vous confirmez, vous démentez, quasi point mort. Tout le monde se plaint. Il n'y a rien qui se fait en termes de coopération entre les deux pays. Je ne comprends pas lorsque vous dites ça, mais je dois vous dire qu'on peut avouer que les relations étaient quasiment en veilleuse. Mais depuis l'arrivée au pouvoir de son Excellence
Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la situation avait totalement changé. Pour preuve, nous avons la présence d'un ambassadeur. Il n'y en avait pas avant lui? Il n'y en avait pas depuis un temps. Il n'y en avait pas parce qu'on peut, disons, mesurer la coopération à partir de la représentation. Donc, bien avant, il n'y avait pas un ambassadeur ici. Et puis, à une certaine période, le Canada avait aussi retiré son ambassadeur. Mais par la suite, à l'arrivée du président Félix, nous avons vu qu'un ambassadeur avait été nommé à Kinshasa et aussi au Canada, on a accepté et accrédité un ambassadeur. Ça, c'est déjà un élément qui démontre les degrés de coopération que nous avons. Deuxième chose, il est tout à fait vrai qu'on devait normalement essayer un peu d'évaluer cette coopération dans le sens de pouvoir revisiter tous les accords qui ont été signés depuis, parce que je dois vous rappeler que ces relations diplomatiques entre la RDC et le Canada datent de plusieurs années. C'est depuis 62 que ces relations existent. Et depuis ces temps-là, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu quelques arrangements qui ont été signés entre la RDC et le Canada. Mais après avoir fait l'évaluation, nous nous sommes rendus compte que la plupart des accords étaient tombés en désuétude et qu'il était tout à fait normal de pouvoir relancer cela. C'est comme ça que nous avons, disons, avec les autorités canadiennes, mis en place un cadre d'échange technique où nous sommes en train de travailler pour négocier certains accords et réadapter d'autres qui avaient existé avant. Qu'est-ce qui est tombé en désuétude? Ça sera la première question, mais surtout, la première allant avec la deuxième, qu'est-ce que vous voulez redynamiser en priorité? Nous voulons d'abord avoir des accords en matière d'investissement réciproque, parce qu'aujourd'hui, la coopération en matière commerciale et économique semble être très importante par rapport d'ailleurs à la situation géopolitique de notre pays. Il est tout à fait normal que nous ayons ce genre d'accord pour encourager l'investissement en RDC. Et sur ces plans-là, nous avons déjà convenu avec les autorités techniques du Canada pour que ces genres d'accords puissent être signés après négociation. Et nous sommes déjà à cette étape-là. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter pour dire qu'aujourd'hui, la RDC est bien présente au Canada. Principalement, investissement. Investissement en matière de sécurité, bon, vous comprenez, M. Christian, que je me réserve de pouvoir, citer tous les accords que nous sommes en train de préparer pour signer. Mais je vous dis seulement, je l'avais dit l'autre fois, que pour moi, en tant que diplomate, je pense que le Canada, c'est un État avec qui la RDC peut compter et vice-versa. Parce qu'aujourd'hui, le monde tend vers une nouvelle configuration. Il n'y a pas de doute à croire que le monde est en train de pouvoir se transformer un peu. Et par rapport à ça, la RDC doit faire les choix, c'est-à-dire voir si la RDC doit maintenir la coopération avec ses partenaires traditionnels, mais la RDC doit faire une ouverture dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre... Oui, c'est vrai, les partenaires traditionnels, nous ne pouvons pas les négliger. Ça, c'est tout à fait un point de vue personnel. Mais nous devons... La RDC doit s'ouvrir vers les autres, notamment le Canada, qui est un grand pays qui travaille d'une manière silencieuse, mais qui est un pays très stratégique. Alors, face à tout cela, nous pensons que nous devons imaginer des stratégies de coopération avec le Canada. Je me réjouis d'ailleurs parce que, pas plus que hier, le Canada a rendu public une nouvelle stratégie mondiale de coopération en Afrique.
Et cela répond justement à la vision du président de la République et à ce que nous sommes en train de faire ici et aux assignations qui nous avaient été confiées par le gouvernement avant de venir. Quelles étaient ces assignations? Non, mais je ne peux pas ici vous les évoquer. Si vous ne pouvez pas nous dire ce que vous venez faire, est-ce que vous pouvez, par exemple, pour qu'on ait une petite idée de ce que c'était avant, nous dire qu'est-ce que vous regrettez de ces accords tombés en désuétude? Ah, mais parce que la coopération était quasiment inexistante. Qu'est-ce qu'il y avait en matière hier? de l'éducation, Oui. par exemple, vous l'avez dit tantôt, je ne sais pas si lorsqu'on était en train d'échanger dans les couloirs, mais je pense que vous aviez évoqué ça, à raison d'ailleurs, et tous les compatriotes congolais qui avaient manifesté des inquiétudes lors du passage apprécié de son Excellence Madame la Première ministre, l'avaient fait aussi à raison. Mais il faut tenir compte du fait que le Canada, c'est un pays qui a un système fédéral et que l'éducation relève de la compétence provinciale. Donc au niveau fédéral... Le pays Canada ne peut pas, il faut bien l'expliquer pour nos auditeurs, peut-être le Québec a sa politique, le New Brunswick a sa politique, chaque province a sa politique, l'Ontario a sa donc politique. il faut procéder à négocier avec toutes ces provinces en matière de l'éducation. Et non pas avec au niveau fédéral, oui. ils ont mis en place un système qui puisse aider tous les pays. Il n'y a pas des accords classiques de coopération en matière de l'éducation au niveau fédéral. Oui, mais on peut le faire au niveau provincial. On peut faire des échanges. Par exemple, avec le Québec, nous sommes déjà en train de voir comment est-ce qu'on peut améliorer l'accord que nous avons signé en matière d'exemption des scolarités. C'est ce que demandaient beaucoup les étudiants oui, mais congolais. ces accords, lorsque nous sommes arrivés, nous avons eu, parce que j'ai entendu les gens dire non, mais ce sont des accords qui existent depuis longtemps, avant même l'arrivée de l'ambassadeur. Je vais bien, mais ces accords n'étaient plus opérationnels. Quand nous sommes arrivés, nous avons eu à signer. Moi-même, j'ai été autorisé par le gouvernement pour que je puisse signer ces accords. J'ai signé avec le Québec en matière d'exemption. Donc aujourd'hui, il y a un quota qui nous est donné où les étudiants qui sont inscrits régulièrement au Québec et qui ont tous les documents requis peuvent bénéficier de cet accord-là. Et ça s'est fait dans la transparence parce qu'il n'y a pas... de... D'ailleurs, dernièrement, ici, il y a eu des bourses qui ont traîné parce qu'il n'y avait pas de prenants. Mais là, il y a un danger parce que les autorités québécoises, lorsqu'ils constatent que dans une année donnée, ils avaient accordé un certain nombre de bourses pour vos ressortissants et que ces bourses n'ont pas été utilisées, ils réduisent le nombre. Pour cela, le travail doit être fait où? Ici ou à Kinshasa aussi? Notre travail, non, c'est ici parce que l'ambassade est partie prenante dans les processus, justement. Donc vous recherchez des étudiants à financer. Nous sensibilisons pour expliquer aux étudiants que voilà, il y a des accords en matière d'exemption. Et lorsque ces accords nous sont envoyés, nous faisons un communiqué au niveau de notre site et nous essayons, parce que nous avons des personnes qui sont chargées des questions culturelles, etc. Ces personnes sont très habiles et puis ces personnes essayent un peu de sensibiliser pour... Dernièrement, c'est nous-mêmes qui sommes allés même vers les gens pour dire, voilà, nous avons des bourses, par exemple, pour la maîtrise, par exemple, où il n'y avait pas des gens qui venaient pour solliciter. Donc, je peux vous dire que nous sommes entrés, par exemple, avec des nouveaux Brunswick. Moi-même, j'y étais la fois passée. Et nous avons déjà pris des contacts pour essayer un peu de voir comment est-ce que nous pouvons négocier ces bourses. Mais il se pose un problème. Aujourd'hui, nos étudiants ont beaucoup de difficultés dans le sens que lorsqu'ils viennent au Canada avec une bourse d'études et qu'ils arrivent ici, certains sur 10, il y a par exemple 2 qui étudient et puis il y a une personne qui termine. Et ça... Donc la majorité n'étudie pas. Quand ils arrivent, il y a plusieurs réalités. Un parent qui avait économisé l'argent pour faire étudier son enfant ici parce qu'il rêve une formation de qualité,
Je ne dis pas que chez nous, la formation n'est pas de qualité, mais il y a des filières qui n'existent pas chez nous et certains parents préfèrent envoyer leurs enfants ici au Canada. Un parent qui avait préparé un budget et puis quand l'enfant arrive ici, au bout de quelques temps, la réalité change. Et quand la réalité change, les parents deviennent incapables de pouvoir faire face à toutes ces questions. D'abord, les frais de scolarité qui sont quand même un peu très importants. En milliers de dollars, oui. Et puis, il y a les logements, il y a la nourriture, il y a l'habillement, etc. Toutes ces choses-là qui rentrent en compte. Et lorsque l'étudiant qui était venu, qui croyait que ça pouvait être facile et qui se voit que ce n'est pas facile, il va chercher à faire autre chose. Mais d'autres, quand ils arrivent, ils n'étudient même pas. Ils sont venus avec un visa d'études, mais quand ils arrivent ici, ils n'étudient pas. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle détournement d'objets de séjour. En ce moment-là, les autorités canadiennes, ils appliquent la souveraineté de leur pays pour essayer un peu de réglementer. Mais nous sommes en train, vous savez, M. Christian, toutes les remarques que les gens font vis-à-vis de l'ambassade, moi, en tant que chef de mission, je ne peux pas dire que ces gens, ils ont totalement tort, non. Il y a des choses qu'ils disent qui sont vraies. Mais il y a une chose, c'est que ces gens-là nous imputent les histoires qui datent avant notre arrivée. Et ils ne se donnent pas la peine de venir à l'ambassade pour constater les changements. Mais au moins, si les gens sont honnêtes, si les gens sont vraiment objectifs, ils peuvent vous avouer qu'aujourd'hui, il y a des efforts qui sont menés pour améliorer la qualité des services au niveau de l'ambassade. Vous avez parlé des missions de l'ambassade, en évoquant les missions de l'ambassade, développer les relations de coopération, protéger et défendre les intérêts des Congolais. Récemment, octobre 2024, une Congolaise, Alexandra Martine Diengo Lumbai, étudiante, qui était toujours congolaise, est décédée à Trois-Rivières, au Québec. Et les images de l'ambassadeur prise à partie par la communauté ont fait le tour des réseaux sociaux. On vous reproche de ne pas en avoir fait assez. Non, c'est que le problème, c'est que M. Christian, nous en avons parlé assez. Je m'en doutais que tu ne puisses pas revenir sur ça. Je dois avouer que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un journaliste qui fait la fierté des journalistes dans notre pays. Et tu connais bien ton travail. Je ne te flatte pas. Et je me disais qu'il va poser cette question. Mais souffrez que je vous dise que j'ai eu à répondre à ça. Ce qui était déplorable dans cette affaire, c'est le fait que les gens ont fait une récupération. Parce que l'ambassade avait rempli ses tâches. Parce que les gens, parfois, ils ignorent, par exemple, ce que l'ambassade doit faire. Ça s'appelle une protection consulaire. C'est la protection consulaire. Mais permettez-moi, parce que j'avais quand même noté quelque chose ici, si ça ne dérange pas. Bon, donc vous y attendez aussi. Oh, mais je vous ai dit que vous y attendez aussi. Donc, alors, okay. Je n'ai pas voulu ne pas me préparer par rapport à cette question-là. Je disais que les Congolais, pour une question qui nécessitait la pitié de tout le monde et la compassion de la communauté, les gens ont voulu faire une récupération. Je ne peux pas dire politique ou quoi, mais il y a eu une récupération. Parce que toutes les personnes qui étaient dans la salle ces jours-là, ce ne sont pas des gens que j'ignore. Je connais bien ces gens-là et je les ai vus, je sais ils roulent pourquoi et pour qui. Donc vous nous dites que dans cette affaire, l'ambassade avait fait ce qu'elle devait. Son rôle parce que tous les résultats que vous aviez constatés jusqu'à la fin, c'était grâce à l'ambassade. Il y a eu seulement une certaine manipulation. Au moment où l'ambassade... Vous avez vu que moi-même, j'étais là présent. Vous pensez que je suis allé là-bas parce qu'il y avait une pression qui était sur moi? Non, l'ambassade est allée en âme et conscience par rapport à son rôle. Et je dois vous dire que c'est 5 heures de route entre l'ambassade et là où les faits s'étaient déroulés. Bon, le problème, comme je l'ai dit, la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 distingue 2 volets dans les champs d'application de la protection consulaire. Il y a d'abord d'une manière générale. D'une manière générale,
la protection dans l'état des résidences, des intérêts de l'état d'envoi, d'une part, et de ses ressortissants, personnes physiques et morales. Et puis, il y a deuxième élément, c'est prêter secours et assistance. Ça, je vous explique comment cette protection consulaire doit se faire. Prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales de l'état d'envoi. Notre rôle, c'est quoi? Par exemple, pour répondre à la question, notre rôle, lorsque nous avons été saisis de l'affaire, nous avons mis en marche tout ce qu'il fallait faire. Parce que nous ne sommes pas des activistes. Les diplomates ne sont jamais des activistes à l'étranger. Nous avons le devoir de vendre l'image du pays, de vendre l'image du gouvernement, de vendre l'image de celui que nous représentons ici, à l'occurrence, le président de la République, chef de l'État. Et lorsque nous avons ce genre de problèmes qui arrivent, nous traitons ces problèmes à la limite du droit international. L'ambassade n'est pas la police des Congolais à l'étranger. L'ambassade ne joue pas le rôle régalien des autorités compétentes dans l'état d'accueil. Donc, autant que ces ressortissants congolais recourent aux services compétents pour leur sécurité, l'ambassade recourt aussi aux mêmes services via les autorités qui sont placées pour se rassurer qu'effectivement ces ressortissants sont bien protégés. Donc pour le cas de notre fille, d'ailleurs c'est un cas qui m'a toujours un peu fait mal. Ce n'est pas d'ailleurs les premiers cas, nous avons intervenu dans beaucoup de cas, mais ça a été beaucoup médiatisé. L'ambassade a joué son rôle. Je profite de cette occasion pour féliciter les autorités canadiennes qui nous ont toujours, qui nous ont accompagnés dans cette affaire et qui continuent parce que le dossier n'est pas encore totalement clôturé. Et je dois aussi reconnaître que les parents de notre fille ne se sont pas laissés entraîner par disons, cette influence des médias mais les parents, ils se sont comportés en responsables lorsqu'ils sont arrivés. C'est l'ambassade qui les a pris à pied d'avion. C'est nous qui avions organisé ça. Donc, je peux vous dire que sur ces plans-là, il n'y a pas d'inquiétudes. Mais le problème, c'est que les gens doivent savoir que lorsqu'ils arrivent au Canada, ils doivent se faire enregistrer. Ça, c'est clair. Ils doivent se faire enregistrer. Et puis, quand il y a un problème, l'ambassade n'est pas une magicienne. Il faut faire connaître ces problèmes. Et dans la mesure du possible et dans les limites de l'ambassade, nous agissons. Pour clôturer avec ce triste et sinistre, sinon macabre dossier, où en sont les enquêtes? Est-ce qu'on sait de les quoi... Les enquêtes ont été clôturées et les rapports ont été, disons, transmis. Et nous avons transmis les rapports à Kinshasa pour qu'ils soient transmis aux parents. Et la suite sera connue parce que nous devons respecter aussi la vie des parents. Nous devons respecter. Nous sommes là pour les accompagner, les aider. Et les autorités canadiennes, ce n'est pas parce que je suis ambassadeur au Canada, parce qu'un jour mon mandat va se terminer. Mais je reconnais que ça, c'est un pays de démocratie, un pays des droits de l'homme et un pays de liberté. Et je l'ai vécu, je le vis tous les jours. J'ai vu comment est-ce que les autorités canadiennes nous ont accompagnés dans ces dossiers et j'apprécie à juste titre. Vous dites que vous avez réussi à faire progresser la cause de la RDC au Canada. En quoi faisant? Mais je vous ai dit ici que nous avons réussi à mettre en place un cadre de concertation technique. Ce qui n'existait pas avant, parce que je dois vous dire que la dernière commission... Ça, c'est pour la coopération, mais... ma question, c'est faire progresser la cause. La cause de la RDC, c'est peut-être mieux faire comprendre ce qui se passe en RDC, mais mieux faire comprendre, notamment dans cet environnement de guerre, ce que vivait la RDC. Que vous dites, oui, mais moi, en tant que nous avons réussi... D'ailleurs, ici, je profite de votre micro, M. Christian, pour reconnaître les capacités, pour reconnaître le travail combien louable qu'entreprend la ministre d'État
ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie. Madame Thérèse Kayikwamba-Wagner. Elle est vraiment à la hauteur de ses tâches. Nous avons réussi les assignations. Elle nous a envoyé les éléments de langage par rapport à la situation actuelle dans les pays. Et nous, en tant qu'ambassade, nous avons tenu plus de 10 rencontres avec les autorités canadiennes, avec les ambassadeurs de tous les groupes qui existent ici, avec les députés, avec tout le monde. Et je dois vous dire que nous avons senti les retombées. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui prouve? Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, est-ce que toutes les sanctions qui sont disons, affligées au Rwanda ne peuvent pas être comparées à un enfant orphelin qu'on a eu pitié et qu'on donne à manger? C'est faux. Ce qu'il dit là, c'est de la mauvaise foi et la méchanceté. La diplomatie telle que définie par le président de la République et animée par les affaires étrangères produit les fruits. Il faut les reconnaître. Il faut les reconnaître. Je vais vous dire, par exemple, lorsqu'il y a une déclaration qui est faite, avant que cette déclaration ne soit rendue publique, on vous écrit. À vous, ambassade. On vous écrit à vous, ambassade, en vous disant, faisant suite de ça, voilà la déclaration. Ça signifie qu'ils ont tenu aussi compte du travail que vous avez fait. Est-ce que moi et vous, nous étions dans la salle, mais moi, avant que vous soyez mis au courant, parce que j'ai vu, vous avez publié, mais moi, j'avais déjà sur mon téléphone un mail qui est venu des autorités compétentes m'informant que le gouvernement canadien venait de prendre des mesures et venait aussi de mettre une somme importante dans le cadre humanitaire en RDC. Donc, ça signifie que c'est à la suite de cette diplomatie-là, et nous avons respecté les éléments de langage que Mme Kayikwamba nous avait transmis, et nous sommes en train de travailler ça, il n'y a rien à dire. Vous pouvez vous renseigner. Est-ce que tout ça, on ne le doit pas non plus à cette diaspora? On était avec vous au Parlement, on était et au Parlement et et à la primature avec la Première ministre. On a vu qu'il y a beaucoup de Congolais désormais aujourd'hui. J'attendais aussi cette question. J'attendais, je savais que vous, parce que je sais, comme je l'ai dit ici, la diaspora canadienne, c'est une diaspora que moi, je respecte. Une diaspora qui est composée de personnes très valables, une diaspora capable, parce que vous savez que ce sont les efforts aussi de cette diaspora qui a bradé les foi, parce que partout ailleurs, les gens ont manifesté, mais les conditions je parle ça au pluriel, n'étaient pas les mêmes partout. Ici, on était à moins 34 degrés lorsque cette diaspora s'est mise à manifester. Mais ce n'est pas l'ambassade, ce n'est pas le rôle de l'ambassade de pouvoir mettre les gens dans la rue, dans l'État accrédité. Donc la diaspora congolaise du Canada est une diaspora qui a autant milité, que l'ambassade? Non, chacun dans son rôle. L'ambassade est officielle. Je l'ai toujours dit. Moi, je suis un ambassadeur officiel parce que je suis accrédité auprès de l'État accréditaire. Mais chaque Congolais, là où il se trouve, il est ambassadeur de son pays. Et la diaspora comprend mon message là. Et la diaspora canadienne a milité. Et à chaque fois qu'il y a des problèmes d'intérêt commun, cette diaspora ne se laisse pas. Le ministre britannique des Affaires étrangères ou des Relations extérieures a récemment déclaré à Kinshasa que lui a de nombreux électeurs d'origine congolaise. Ici, la première communauté étrangère après l'haïtienne, d'origine africaine ou noire, c'est la diaspora congolaise. Est-ce que, en fin de compte, c'est pas plus la crainte des électeurs en masse du Congo qui a plus pesé que le travail de l'ambassade? Je ne pense pas parce que, vous savez, le Canada, c'est un pays de personnes civilisées. On ne peut pas les influencer seulement à cause des éléments subjectifs. Je crois que c'est les plaidoyers. Je crois que c'est les plaidoyers que l'ambassade a fait et puis les plaidoyers que la communauté congolaise
a fait sur base des indications et des éléments de langage nous donnés par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui répond d'ailleurs aux instructions du chef de l'État, qui a donné, les résultats que vous avez vus. Pas de relation entre cette diaspora et l'ambassade. Non, mais là, je ne comprends pas. Est-ce que l'ambassade n'a pas mis de son piment pour mobiliser ou redynamiser cette diaspora? Souffrez que je ne puisse pas vous dire que c'est comme ça. Pourquoi? Parce que je dois vous dire que tous ces Congolais que vous avez vus manifester, ils l'ont fait dans le cadre de leur structure, dans leur organisation. Et toutes ces organisations-là sont canadiennes. Donc pas congolaises. Sont canadiennes, mais composées de Congolais. Puisqu'on parle de ce sujet, vous êtes aussi l'ambassadeur de la RDC dans un pays où le taux de perdition de Congolais est un des plus importants au monde. La hyper grande majorité des Congolais qui viennent ici pour les études ou pour d'autres raisons au Canada deviennent à terme canadiens. Oui. Explication. La nationalité congolaise n'attire plus. Le Canada est dans la dynamique de l'internationalisation de l'histoire. C'est ce que nous devons intérioriser. Ça n'engage que moi. Je ne parle pas au nom du gouvernement, mais j'estime qu'aujourd'hui, le monde vit la mondialisation. Et que face à cela, nous devons reconsidérer beaucoup de choses. Alors maintenant, en ce qui concerne la nationalité, moi, je suis parmi les personnes qui ont milité au pays pour qu'on puisse insérer dans la loi l'exclusivité, non pas l'exclusivité de la nationalité congolaise, mais plutôt d'insérer dans la loi, la possibilité de ne pas perdre la nationalité d'origine. Vous nous l'avez déjà dit. Oui, la possibilité de ne pas perdre la nationalité congolaise d'origine. Je suis pour ça. Pourquoi? Parce que je rencontre pas mal de Congolais qui sont devenus Canadiens, mais ces Congolais, ils sont bloqués par la loi pour venir travailler en RDC. Ils sont bloqués par la loi. Et aujourd'hui, il est nécessaire, plus que nécessaire, que les parlementaires congolais et toutes les personnes éprises de paix et épris de bon sens puissent comprendre que le monde est aujourd'hui dans une situation telle que nous devons reconsidérer beaucoup de choses par rapport à la position que nous avons. Si on avait du temps, j'allais vous donner beaucoup d'exemples, mais en tout cas, moi, je suis pour que la loi change en matière de la nationalité. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre précieux temps. On ne peut pas terminer cette émission sans parler de la conférence PIDA qui s'est tenue cette semaine à Toronto, première conférence minière avec à l'initiative de MD Services, une société congolaise, un business lunch où on a pu faire la promotion de l'investir en République démocratique du Congo, une initiative privée congolaise au Canada de Didi Mudogo, résident au Congo. Et je félicite et je rends hommage. Mais les initiatives de la diaspora restée congolaise et même devenue canadienne sont nombreuses ici. Est-ce que vous les identifiez toutes ? En tout cas, là, je dois vous dire que je dois reconnaître aussi que la plupart des Congolais qui sont devenus Canadiens, lorsqu'ils ont des initiatives, pour la plupart d'entre eux, ils approchent l'ambassade. Mais c'est à vous d'aller vers ces Congolais pour demander ce que l'ambassade fait. Parce qu'il n'est toujours pas aisé de parler de soi-même. Mais sinon, l'ambassade a toujours accompagné toutes les bonnes initiatives. D'ailleurs, c'est grâce à ça, parce que c'est que si nous sommes en train de réussir aussi, je dois avouer que c'est d'abord aussi tous ces Congolais-là, quand ils prennent des initiatives et qu'ils s'approchent à l'ambassade, et l'ambassade, parfois, ils s'approprient de ça, et puis ça nous donne un peu beaucoup de victoires, et ça nous donne un peu des résultats positifs. Et tout ça, ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour les pays.
Les portes de l'ambassade sont ouvertes? Très ouverte. Vous avez les moyens d'aider ceux qui veulent faire quelque chose? Bien sûr, lorsqu'ils arrivent, en tout cas pour ceux qui sont déjà venus, ils ont senti que l'ambassade a toujours aidé et puis l'ambassade a toujours accompagné. Vous avez les moyens, vous, d'aider les autres? Dans les petits moyens que nous avons, ils sont conscients, ils connaissent que parfois on a des limites, mais dans tout ce que nous avons, nous essayons de faire de notre mieux pour ne pas laisser les gens sans un soutien quelconque. Les petits moyens que vous avez, on ne peut pas partir sans vous poser les problèmes des diplomates, qui sont les problèmes vécus par la diplomatie congolaise. Est-ce que dans ces temps de crise, où la diplomatie doit être, comme vous dites, de plus en plus agissante, les diplomates sont payés, vos conditions sont remplies, est-ce que vous évaluez ou évoluez Je vais vous dans donner des éléments. Dans de bonnes conditions? Des éléments pour que vous puissiez vous rendre vous-même compte de ce qui s'est fait. On vient de payer à tous les diplomates leur loyer de 2 ans. Retard de 2 ans ou non, 2 ans anticipatifs? 2 ans anticipatifs. Donc ils n'auront pas de problème pendant 2 ans? Ils n'auront pas, à moins que chacun, parce que quand on paye là, c'est dans leur compte, à moins que chacun puisse utiliser comme il veut. Mais on a payé 2 ans. Vous avez combien de diplomates ici? Ici, nous en avons 7. Tous les 7 diplomates? Ils ont reçu leur loyer de 2 années. Donc, de 2025 à 2027... 27, ils n'auront pas non, de 2025-2026, jusqu'à la fin de 2026, ils n'auront pas de problème de loyer. On ne parlera plus de problème de loyer des diplomates. On ne pourra pas, parce qu'ils sont là. Ils ont reçu, et c'est moi qui ai même communiqué à chaque diplomate que regardez dans vos différents comptes, il y a les loyers de 2 ans. Et on a apuré leurs arriérés. Quel arriéré? Parce que depuis que... Il n'y en avait pas. Depuis que nous sommes là, c'est là que les bas blessent. Quand les gens, parfois, non. disent... Posons des questions, parce que c'est aussi... On n'est pas là pour alimenter ou pour on va rien donner alimenter, mais je le dos à une voudrais polémique. reconnaître ce que le président de la République est en train de faire en matière de... Non, mais ceux qui se plaignent là, moi, je me pose des questions. Des diplomates se plaignent. Moi, je vous ai dit, vous m'avez présenté ici que j'ai eu à exercer les fonctions de secrétaire général aux affaires étrangères. Mais j'en connais quelque chose. Oui, mais récemment, la première ministre, après le Canada, a été au Maroc. Là-bas, on se plaint de ne pas être payé. Vous avez dit que les loyers sont payés pour 2 mois. Mais les salaires aussi. Il faut que les gens vous disent la vérité. Jusque-là, on paye les salaires par trimestre. Vous comprenez? Il faut dire la vérité. Il ne faut pas dire que les gens ne sont pas payés. Oui, mais... Le problème, c'est que les gens, ils n'ont pas de patience pour attendre. Par exemple, depuis que cette année a commencé, on va payer le premier trimestre au mois d'avril. Ah, en retard. On paye jusque-là. Comment est-ce qu'un diplomate peut vivre sereinement, sachant qu'il ne va toucher son salaire qu'à la fin du premier trimestre? Quand on paye ces 3 mois de salaire, il peut combler. Et s'organiser. Il n'y a pas de retard à ça. Mais je sais qu'il y a une décision prise par la Mineta, ni été tous ces problèmes que nous avons connus. La ministre d'État aux Affaires étrangères est formelle. Elle veut que les salaires soient versés chaque mois. Mais moi, je dois vous dire, monsieur Christian, il n'y a rien de perdu parce qu'on vous paye par trimestre. On vous donne les 3 mois pour chaque trimestre. Et c'est régulier. Quand la date arrive, l'argent est versé. Je vous ai donné l'exemple des loyers. Les loyers ont été versés pour 2 ans. Ça, c'est quand même quelque chose de très encourageant et ça met les diplomates dans de bonnes conditions pour travailler. Mais pour le reste, on ne peut pas construire une maison en un seul jour. Donc, il reste encore beaucoup à faire? Pas beaucoup à faire, mais beaucoup est déjà fait. Mais ce qui reste à faire, ça sera fait. Aujourd'hui, on a parlé des diplomates, on n'a pas parlé des employés locaux, mais vous dites-vous que tout le monde à l'ambassade de la République démocratique du Congo au Canada, ici à Ottawa, est prise en charge. Personne n'a à se plaindre en ce qui concerne l'argent qui vient de Kinshasa. Personne n'a à se plaindre, surtout pour les loyers. Je vous dis que ça fait 2 semaines qu'ils ont eu cet argent. Ils ont ça et chacun gère ça de sa manière. Parce que l'État vous paye et vous dit, je vous donne vos loyers de 2 ans. Mais c'est à vous de savoir comment gérer. Quitte des conditions d'environnement de travail. On voit que vous êtes dans une belle rue, la rue des ambassades, oui. Mais l'ambassade a, en tout cas en ce qui concerne meubles et immeubles,
Pour ne pas être catastrophique, la République démocratique du Congo ici à Ottawa a connu des jours meilleurs. Quid du réaménagement Oui, on est déjà en contact avec les ministères compétents. Je crois que d'ici là, je pense que bon, le ministère des budgets était ici pour évaluer la situation. Tout est déjà mis en œuvre pour qu'on puisse réfectionner tous les bâtiments et puis acheter la résidence de l'ambassadeur. Et puis, on peut envisager aussi d'acheter un terrain où on peut construire des maisons pour les diplomates au lieu de payer chaque mois. Et ça fait beaucoup d'argent.